à tous, bienvenue pour ce live exceptionnel avec Mathieu Lassagne. Donc, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de la société de coaching Autrement, un autre regard, et de l'école IR, l'école Un autre regard, qui forme des managers, des coachs pour porter un autre regard sur les situations, accompagner des transitions, des transformations. Voilà, Mathieu, est-ce que tu veux te présenter? Alors, je suis ravi de vous retrouver ce soir et donc je suis responsable pédagogique au sein de l'école IR pour la partie HPI. Donc, il va y avoir de nombreuses formations spécialisées pour le haut potentiel et on va notamment parler ensemble de cette formation pour les coachs au potentiel ce soir. Et donc, voilà, je suis très heureux de vous voir. Bon, alors bienvenue à toutes vos questions. Dans les commentaires, vous pouvez nous interpeller, nous y répondrons avec grand plaisir. Et Mathieu, j'ai une première question pour toi. Quels sont les enjeux centraux pour les coachs qui sont HPI ou à haut potentiel et qui accompagnent aussi des hauts potentiels? Alors, il y a plein de choses à dire, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Vas-y. Je voudrais peut-être poser un double cadre, et ce double cadre que je vais poser, ça va être déjà une manière de répondre à la question sur les enjeux des coachs HPI, en fait, qui nous suivent. C'est déjà pour ceux qui nous voient pour la première fois, tout ce qu'on vous dit, c'est simplement pour vous inspirer. On ne défend pas des identités, on ne défend pas des termes. C'est vraiment, j'aime bien l'expression que les mots ont des ailes. C'est une petite bulle pour vous ce soir, une bulle de ressourcement que vous pouvez prendre simplement pour vous inspirer. Donc tout ce qu'on va vous dire, c'est vraiment à prendre ou à laisser en fait. Et c'est vraiment, et il me semble pour les coachs qui interviennent aussi sur les réseaux sociaux, qu'on peut avoir en supervision, que c'est important de préciser en fait, de toujours préciser ce cadre. Et c'est comme le cadre qu'on va préciser de relation avec le client. On n'est pas en thérapie, on n'est pas là on n'est pas des neuropsychologues par exemple, on est simplement là pour vous apporter de l'inspiration et pour vous aider à trouver vos propres réponses. Donc c'est ce qu'on modélise ensemble ce soir ici. Ce deuxième cadre, c'est finalement le HPI. De quoi parle-t-on en réalité par HPI? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tensions sur les réseaux sociaux sur ce qu'il pourrait y avoir derrière ce HPI. Et là, pareil, en tant que coach HPI, il me semble important d'avoir l'honnêteté de dire de quoi on parle exactement. Et on est conscient ici, en tout cas moi-même, je suis conscient que quand je parle de HPI, je parle des personnes détectées qui viennent me voir, mais c'est aussi les personnes qui ont apprécié mes articles, les personnes qui apprécient nous suivre, qui sont inspirées en fait par la manière qu'on a de nous exprimer. Donc il y a un biais nécessairement. Et c'est souvent pour moi, par exemple, les personnes que je reçois en coaching, des personnes qui ont plus d'avoir un HPI détecté, sont profondément intuitives, avec une forte sensibilité, avec parfois un sentiment d'illégitimité et d'imposture à dépasser, des valeurs très fortes, du perfectionnisme. Et on est bien en conscience qu'on ne parle pas de tous les HPI quand on parle de ces HPI-là. Et ça peut être important de, comment dire, d'être en conscience de ça, de le dire. Et je dirais, comme on parle du HPI, alors je vais arriver dans le vif du sujet tout de suite, hein, mais dans la manière de parler du HPI, c'est aussi, en tant que coach, il me semble que notre rôle dans la société, c'est de ne pas s'engager dans le débat et dire le HPI, c'est ça, mais nous mettre en méta par rapport à ce débat. C'est plus le rôle du coach et de dire, j'observe sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il y a, par exemple, un certain conflit autour du HPI, de ce que c'est. Et voilà ce que ça veut dire de la société. Voilà ce que ça veut dire de ce que le développement personnel peut-être a échoué à rendre compte ou voilà, des sujets éthiques qu'il y a autour de ça. Donc d'avoir une posture méta par rapport à ce HPI. Donc voilà, tout ceci étant dit, je vais entrer dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux principaux du coach HPI? Je vais commencer par une métaphore. C'est s'émanciper de ce réflexe d'être dans le lien à tout prix, être dans le lien quitte à minimiser son activité de coach, quitte à faire passer l'entourage, par exemple, devant son activité de coach, être dans le lien quitte à avoir des tarifs qui ne sont pas adaptés, quitte à être en posture de sauveur dans la relation client, ce qui va lui donner une angoisse très forte, inconsciente en fait. C'est voilà, s'émanciper de ce réflexe. On dit que c'est souvent des drogués du lien, les hauts potentiels qu'on a en séance en fait. Et pour le coach HPI, c'est vraiment s'émanciper de ce réflexe-là. Il y a Winnicott qui parle du faux self, prendre soin, la personne qui serait destinée à prendre soin de tout le monde, et c'est réussir à s'émanciper de ça, parce que c'est ça qui va permettre de se connecter à sa puissance de coach HPI pour accompagner ses clients de manière vraiment stratégique, en fait, avec la juste distance. Donc, si je devais le résumer, c'est ça. Et comme on n'est pas en thérapie, en coaching, ce que vous allez faire, c'est être en conscience de ça
Et il y a souvent la métaphore qui vient, pour le coach HPI, pour les coachs HPI qu'on a en coaching ou en supervision, il y a la métaphore qui vient du boulet qu'on traîne derrière les pieds et qui représente comment dire, ce réflexe d'être dans le lien à tout prix et qui bloque et qui donne envie d'avancer, mais on n'y arrive pas quand même. Il y a un conflit intérieur là-dessus. Et on ne va pas travailler ça en profondeur, ça c'est en thérapie, et c'est vraiment très conseillé de le faire en thérapie en parallèle. Ça va être de prendre de la distance par rapport à ça et de voir qu'il y a le boulet, il y a la personne, il y a toute l'infinité du paysage autour. Et là, je suis déjà en train de vous parler des gestes professionnels, c'est-à-dire de la puissance de la métaphore que vous pouvez utiliser avec vos clients HPI. C'est que rien qu'en parlant de cette métaphore, le boulet, il fait dans l'image 1 m3 tout au plus. Et mine de rien, votre client, vous l'avez amené à voir tout l'infini qu'il y a autour. Donc, et comme on est tous les éléments d'une image, quand il y a une image qui vient à l'esprit, on est tous les éléments de cette image. Du coup, si on divise tout l'espace autour, si on divise ce boulet, même s'il fait 1 m3, par rapport à tout l'espace autour, on n'obtient presque rien. C'est-à-dire qu'on a fait découvrir au client tout l'espace des possibles qu'il y a autour de ce boulet. Et le client ne s'en rend même pas encore compte, mais il s'est peut-être déjà émancipé de ses croyances limitantes qui viennent de la famille, de la psychogénéalogie, sans même s'en rendre compte, en fait, et s'en rendra compte un peu plus tard. Donc là, je vous parle déjà, ça fait quelque part partie des enjeux des coachs HPI, se relier à la puissance de la métaphore, se relier à la puissance de leur monde imaginaire, pour qu'ils accueillent le monde imaginaire de leurs clients et qu'ils reconnectent leurs clients à ce monde imaginaire pour comment dire, dépasser les problèmes, en fait, sans même les résoudre. Il s'agit vraiment de les dépasser, de passer complètement à un autre niveau. Donc là, j'étais vraiment sur l'essence, en fait, des enjeux du haut potentiel. Je le redis, pour être clair, s'émanciper de ce réflexe d'être dans le lien à tout prix, qui va limiter la réussite du coach, pour prendre du recul par rapport à ça, et agir en coach stratégique, avec la juste distance avec le client, pour laisser son activité s'envoler et se déployer. Après, dans le détail, comment ça va se matérialiser? Alors, j'ai noté quelques éléments. L'enjeu, ça va être de travailler, alors je baisse un peu les yeux de temps en temps parce que j'ai mes notes sous les yeux, c'est travailler la légitimité, la confiance en soi, et notamment s'autoriser à accompagner des dirigeants d'entreprise, accompagner en visio dans le monde entier, sans se dire c'est pas pour moi ou le monde de l'entreprise, j'ai trop vécu de burn-out par le passé, ça ne me parle pas, je vais accompagner uniquement des clients en individuel, en tant que particulier. Je Et dirais, si tu me permets, Mathieu, là, moi, je l'ai beaucoup en supervision pour des coachs qui sont HP et qui sont sortis du milieu de l'entreprise parce qu'il y avait aussi pas que des burn-out, parfois oui, des situations difficiles, des situations de tension, de conflit, de harcèlement parfois. Et, euh, et du coup, avec un rejet total de l'entreprise, alors que finalement, en tant que coach, si on veut vivre aussi de cette activité, c'est comment on équilibre ces activités, comment aussi on répare les blessures du passé pour aller de l'avant. Donc là, ça repasse par la thérapie, mais c'est peut-être important de se dire qu'il y a besoin de coachs HP pour accompagner des dirigeants, des responsables dans leur transition, parce qu'on est dans une période où il y a quand même beaucoup de chamboulements, de difficultés, parfois de tensions interrelationnelles. Donc, avoir dépassé tout ce que tu as dit, ces problèmes de rester en lien coûte que coûte, du lien à l'autre, très sensible pour les HP, ça me semble important de l'avoir travaillé, de l'avoir travaillé aussi pendant les formations de coaching, de manière à être serein avec ça, pour pouvoir proposer des services de coach professionnel à la hauteur des enjeux aujourd'hui, des tensions dans les entreprises et dans les organisations. et tu as utilisé un terme mais qui me semble stratégique, c'est le terme qui vont rejeter l'entreprise d'un bloc, en fait, comme on rejette son passé d'un bloc parce qu'on en a trop souffert. Et ça parle des enjeux de beaucoup de coachs HPI, je trouve, de prendre du recul par rapport à leurs émotions. Mm. Ils vont amener à tout rejeter d'un bloc quand quelque chose ne va pas à l'intérieur de ce bloc. Et c'est réussir à voir dans le détail, à y voir plus clair et à se dire ce qu'il y a à apprendre ou à laisser dans ce passé. Et ça peut être très intéressant pour certains coachs de se relier à une partie de leur passé et de leur réseau ancien pour peut-être développer des prestations un petit peu en lien avec ce qu'ils ont déjà fait, pour que la transition soit plus douce et qu'il y ait une sécurité du chiffre d'affaires, que ce ne soit pas brutal en fait. Donc c'est s'émanciper de ce désir de brutalité, du blanc ou noir en fait. Et ce qui me vient à travers ce que tu dis, c'est cette notion de grandir. On a tous eu des épreuves, des difficultés professionnelles, relationnelles. Et être coach, c'est avoir grandi, dépasser certaines de ces épreuves pour accompagner nos clients à les dépasser eux-mêmes
quand ils ne les voient pas ou quand ils sont au milieu du nuage et des difficultés. Donc ça veut dire accepter d'être sur un chemin de développement personnel et professionnel pour moi, parce que là, pour le coup, d'avoir compris les mécanismes, les émotions et les difficultés qu'on a vécues, les dépasser pour pouvoir accompagner sur ces mêmes thématiques. Et tu évoquais, Nathalie, la souffrance en entreprise. Si on Mhm. se rappelle de ce qui a créé cette souffrance en entreprise, c'est que souvent, la personne HPI postule un poste qui n'est pas de son niveau, elle a un salaire qui n'est pas de son niveau, donc elle va être à une place où elle va faire peur, et mécaniquement, le jeu relationnel est déjà lancé, parce qu'elle s'est toujours adaptée pour être aimée, donc sentiment de ne pas être valable, donc on postule un petit peu en dessous pour se rassurer de là où on devrait vraiment aller, pour sécuriser par rapport à la famille, etc. Tout est lié, hein, et du coup, nécessairement, il va y avoir soit harcèlement, soit burn-out ou plafond de verre. Mais ce n'est pas lié à l'entreprise, en fait. C'est lié au jeu qui a été fait avec l'entreprise. Et le fait de comprendre ça, ça va permettre d'accompagner les clients HPI à ne pas vivre la même chose. Justement, tu parles de résilience, Nathalie, c'est stratégique quand tu parles de ça. C'est que prendre du recul par rapport à ça, ça va permettre d'accompagner les clients justement à se rendre compte que ce n'est pas l'entreprise qui ne va pas, ce n'est pas le monde qui ne va pas. C'est ce jeu qui a été joué, qui vient d'un passé lointain et qui va être sublimé. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter d'autres points par rapport à ces questions de l'accompagnement des HP aussi en entreprise ou ailleurs d'ailleurs? Tu as évoqué, c'était stratégique, qui a besoin en France de coachs qui accompagnent les plus grandes organisations, qui accompagnent les dirigeants. Et c'est paradoxalement justement parce que c'est des coachs qui n'idéalisent pas particulièrement d'avoir des tarifs très élevés, d'avoir du pouvoir, etc. C'est justement parce qu'ils ont cette qualité-là que ce serait important qu'il y en ait plus en fait au niveau des structures stratégiques de l'État et des grandes organisations. Et c'est un enjeu vraiment pour un pays, je trouve, d'avoir les bons coachs en fait. Ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que ce qui peut aider pour les coachs, c'est de développer la pensée systémique, ce qui demande une prise de recul émotionnelle. La personne va vouloir, parce qu'elle a cette panique de ne pas être aimée, plaire aux 2-3 personnes de l'entourage immédiat. Et du coup, ne pas assumer de voir le coaching comme une activité de chef d'entreprise avec la légitimité d'un chef d'entreprise, mais comme un truc qu'on fait sur un comptable, on n'est pas en relation avec les autres, en fait. C'est souvent ça l'enjeu. Et en élargissant le regard, en voyant pour la France, pour l'Europe, pour les pays démocratiques, en fait, ce que ça peut apporter d'être à son vrai niveau, toutes les personnes que ça va aider par écosystémique, en fait, par effet ruissellement, en prenant en compte cet ensemble, ça permet de se dire, bon, ben, les 3 personnes d'entourage, elles vont peut-être apprendre la frustration, ça peut leur faire le plus grand bien, apprendre un petit peu la frustration, et parce que je suis appelé sur une mission qui a une autre importance. Et c'est souvent ce prise de recul systémique qui va aider les coachs à un niveau philosophique, parce que il y a le terme de philo-cognitif qui est employé et qui est très intéressant parce que c'est des personnes qui philosophent beaucoup aussi. Et quand au niveau philosophique, il y a la compréhension de pourquoi avoir des tarifs élevés, pourquoi s'autoriser à être coach à son niveau, alors les blocages vont se lever naturellement. Très bien. Ce que j'avais noté, alors je vais aller très rapidement là-dessus parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder avec vous, c'est dépasser la relation mère-enfant qu'il peut y avoir dans la relation de coaching, une relation trop proche. Quand c'est avec des sexes opposés, notamment dans la relation coach-client, c'est éviter la relation de séduction pour que ça devienne une complicité professionnelle, qui bien sûr est très utile pour l'accompagnement, mais éviter de tomber dans des jeux de séduction implicite, en fait. Donc ça, c'est des sujets qu'on pourra travailler dans le cadre de cette formation pour les coachs HPI pendant 3 jours. Écouter ses intuitions dans la relation de coaching, justement parce qu'on s'est émancipé du faux self et qu'on s'est rapproché de son univers intérieur. Et une dernière chose dont je vais vous parler, c'est considérer ce que vous dites. Souvent, pour les personnes coach, elles vont se réfugier derrière ce qui pourrait être considéré comme de la superficialité d'après les préjugés extérieurs, dans une posture un peu qui a l'air superficielle, je dis bien selon les préjugés extérieurs, parce que ça leur ferait trop peur de réussir quelque part. Donc, elles vont dire des choses ultra stratégiques en organisation, par exemple en entretien tripartite, mais avec toute une posture, avec tout un non-verbal qui fait qu'elles ne vont pas être trop écoutées, ces personnes coach, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas en conscience de la puissance de ce qu'elles disent. Donc, c'est l'apprentissage d'une communication plus calme, plus posée, plus en prise de recul, qui fait comprendre à l'autre la puissance de ce que vous dites. Et là, quelque part, c'est jouer un rôle, et j'insiste beaucoup sur le fait que jouer un rôle, ce n'est pas du faux self. Si c'est en conscience et que c'est stratégique par rapport au futur. Il y a
la notion de cycle de contact, en fait, où quand vous faites face à un prospect, d'abord, vous vous mettez en synchronisation avec lui et donc avec ses croyances limitantes et ses propres préjugés. Et c'est après, dans un second temps, c'est le coaching lui-même qui va lui permettre à ce prospect de sortir de ses préjugés. Donc, l'importance de bien distinguer l'authenticité à tout prix, en fait, de l'authenticité stratégique. Donc voilà, c'est une dernière notion que je ne sais pas, Nathalie, s'il y a autre chose que tu vois sur les enjeux principaux. Alors, je n'entends plus. Ah, oui, j'ai eu mon micro qui était coupé. Ça me paraît très clair, Mathieu, et je vous invite à poser des questions si vous souhaitez aller plus loin. Oui, bien sûr, c'est un Euh, échange. Hein. Est-ce que on avance du coup Oui, j'avais une question pour toi, Nathalie. Mhm. C'est dans la pédagogie de l'école, qui est stratégique pour les HPI. En quoi c'est une pédagogie différente et vraiment adaptée au potentiel? Alors pour moi, les hauts potentiels ont besoin d'intensité, de diversité, de stimulation intellectuelle, mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, les HP s'ennuient en formation, soyons clairs. Donc du coup, en tout cas moi, ce qui me tient à cœur, c'est que ce soit quelque chose de dynamique, de créatif, d'ouvert, où on laisse aussi les intuitions venir. Donc j'utilise clairement les intuitions dans la manière dont j'aborde chaque journée. Et on a développé avec Mathieu, notamment sur cette formation, une approche 3C ou C-Cube. Donc le corps d'abord, on vous fait faire une mise en pratique. Concrètement, on passe à l'action directe, ce qui évite de commencer à cogiter trop loin. On passe à l'action. Ensuite, on fait un débriefing cœur, émotion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet atelier, dans cette mise en situation, dans ce coaching que vous avez eu à faire finalement avec un de vos partenaires. Et ensuite seulement, on apporte les aspects cognitifs. Comment, au regard de tout ce qu'on a vécu, on peut le relier avec des choses qu'on connaît déjà, on peut conscientiser la pratique de coaching, comment on peut affiner du coup sa posture de coach et sa puissance de coach, mais une fois qu'on a vécu quelque chose, pas de façon éthérée à juste réfléchir à la théorie du coaching. Nous, on met en pratique direct. Voilà. Et du coup, ça peut surprendre quelques HP qui ont, ou même si vous avez suivi des formations classiques, on vous donne l'outil de coaching, on vous fait appliquer et on vous dit, ah ben là, tu n'as pas bien appliqué le process avec 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième étape, c'était pas ça. Nous, on ne fera jamais ça. Nous, on vous propose de pratiquer. On regarde émotionnellement et l'efficacité de ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Et on analyse cognitivement après avec quelques clés que nous, on vous donne en tant que superviseur et formateur pour affiner, améliorer, comprendre là où vous avez eu de la puissance, comprendre là où vous étiez à côté aussi. Parce que c'est ça aussi le but d'une formation, c'est de pratiquer avec des feedbacks stratégiques de manière à vous améliorer en continu, en bienveillance aussi, puisqu'on est là dans un contexte de formation. Mais pour moi, on devient coach en coachant et on s'améliore en ayant des retours sur sa pratique et en continuant à se former. Mathieu et moi, on continue à se former à différentes techniques pour justement être plus fin, plus intuitif, plus pertinent dans certaines façons de travailler et d'accompagner des coachs et d'accompagner aussi des HP dans leurs différentes positions hiérarchiques. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as envie de dire quelques éléments sur la pédagogie de l'école? Oui, que ce qui me parle vraiment, c'est le corps. C'est souvent un sujet à travailler pour les HPI, parce que le corps, le principal enjeu des HPI, c'est s'autoriser à exister enfin, si on devait le résumer. Exister, c'est aussi par le corps. Quelle position je prends dans l'espace? Quelle est la juste frontière avec l'autre? Quelle est la zone de proxémie idéale, en fait, vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce que je renvoie au niveau du corps? Donc, c'est souvent, avec le corps, il y a beaucoup de clients qui nous disent, il suffisait de me faire me lever, et déjà, il y a plein de choses qui se résolvent d'elles-mêmes plutôt que de rester assis et d'être dans le mental, qui est souvent le problème, hein, la procrastination, le mental. Donc, oui. Et j'ai envie de vous partager un élément, c'est du coup un article qui est de recherche, qui a été cité par Jean-Claude Almézen, que vous pourrez retrouver sur France Inter. C'est un podcast très intéressant et qui expliquait en fait que dans un article de recherche, les chercheurs ont enlevé la tête, le visage d'un joueur qui gagnait pour le mettre sur un joueur qui venait de perdre, où il y avait le corps et la tête, mais ils avaient décalé. Et en fait, ils se sont aperçus que
tout le corps parlait plus que le visage. Donc, que ce soit un visage de tristesse intense, de perte du match ou de joie, finalement, s'il y avait que le visage, il y avait une mauvaise lecture, puisque si c'était sur un corps d'un perdant, avec un visage de gagnant, eh ben, c'est le corps qui parle le plus, c'est-à-dire c'est le corps qui symbolisait la perte ou la contrariété par rapport au match. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on travaille en présentiel avec tout le corps. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des formations en visio, on fait des formations présentielles. On vous apprend aussi à lire et à utiliser les dynamiques corporelles dans vos accompagnements parce que c'est essentiel puisque finalement, l'être humain va plus percevoir les émotions, les blocages par le corps que par juste le visage. Alors que la plupart des gens pensent que c'est le visage qui symbolise les émotions et le ressenti de l'autre. Ben non, c'est plutôt la position et les mouvements du corps ou l'absence de mouvement ou le repli, tout un tas de choses qui sont à intégrer dans la manière dont on accompagne. Donc clairement, vous l'avez compris, moi je suis plus pour le coaching en présentiel qu'en visio, parce que pour moi, on se limite d'une partie des informations, même si parfois c'est utile. En tout cas, pour la formation, on veut vous amener à quelque chose de spécifique, de pointu, ou qui peut le plus, peut le moins après. Mais en tout cas, on va vous apprendre à utiliser votre déplacement dans l'espace, la position de votre corps, comment vous accompagner le mouvement aussi des HP qui sont parfois bloqués dans leur tête. Et je trouve que c'est encore plus important parce que quand on n'a pas suffisamment accès à ses émotions et à la compréhension corporelle, accompagner avec cette puissance-là, ça me paraît particulièrement intéressant. Et ça veut dire qu'on va avoir l'exigence de venir vous chercher sur les réflexes inconscients, parce que le corps ne se maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en mode adapté au niveau du mental, poser les questions éthiques tout bien comme il faut. À la limite, le visage, on peut gérer, mais le corps, il y a toujours quelque chose qui passe si ce n'est pas sincère, en fait, s'il n'y a pas une transformation en profondeur qui s'est faite. Donc, c'est ça que vous allez travailler aussi. C'est au niveau très inconscient, l'ajustement dans la relation à l'autre. Alors, j'ai plusieurs remarques. Il y a Lydie qui dit que ça fait une belle synchronicité, cette histoire de burn-out avec l'entreprise. Je pense que effectivement, Lydie a intégré l'école et se pose la question d'aller coacher en entreprise, donc c'est intéressant. Et il y a Kelaf qui a une question, donc je te propose d'y répondre. Il aimerait savoir sur quelle base peut-on détecter nos hauts potentiels, et il dit un grand merci à vous. Alors, comment détecter le haut potentiel? Alors, ça dépend de quel haut potentiel on parle, hein, comme je le disais au départ. Si on parle de la définition que donne la psychologie du HPI, c'est passer un bilan psychologique WACE, ça s'appelle comme ça, qui n'est pas un test, c'est un bilan psychologique et ça fait toute la différence déjà utiliser les bons mots en fait. C'est pas un test logico-mathématique uniquement, si c'est fait avec la bonne personne, qui saura vous accueillir et accueillir l'ensemble de votre histoire de vie, ça j'insiste là-dessus, ça va être vraiment une exploration de vous-même pour voir votre niveau de haut potentiel, parce qu'on le voit très bien dans l'ouvrage de Nicolas Gauvry sur le haut potentiel notamment, c'est un continuum, il n'y a pas du tout le cerveau qui se met à changer directement à partir d'un QI 230. Donc c'est vraiment cette exploration à faire. Et ça n'empêche pas d'aller regarder les différents articles, lire les différents livres sur le sujet. Ça peut toujours notamment donner le courage de passer un bilan psychologique, c'est toujours très intéressant. Mais j'insiste sur l'importance du bilan psychologique pour valider ce haut potentiel et surtout vérifier s'il n'y a pas autre chose. Parce que le haut potentiel, comme c'est un petit peu une mode aujourd'hui, on peut se coller cette étiquette de haut potentiel pour ne pas voir qu'il peut y avoir autre chose, en fait. Quelque chose de plus refoulé, qui a tout autant de valeur, hein, mais qui est moins reconnu par la société aujourd'hui. D'où l'importance de faire attention à regarder plus large, à valider ou non le haut potentiel, passer un bilan psychologique. S'il y a une intuition qu'il peut y avoir un TDAH, un Asperger ou autre chose, peut-être regarder dans cette voie-là aussi et entreprendre une thérapie en tout cas. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous n'étiez pas au courant, avec Mathieu, on est en train d'écrire un livre sur les HPI avec des clés pour mieux se comprendre. Et on s'intéresse aussi à ne pas pathologiser les HP. Mais clairement, pour certains qui ont des pathologies psychologiques, et c'est très bien décrit dans ce livre de Gauvry, il y a des similitudes entre certaines pathologies qui relèvent de la psychologie et d'un accompagnement et certains traits des hauts potentiels et donc du coup sur les émotions par exemple et je pense qu'il faut pas mélanger tout, il faut aussi bien se comprendre et c'est valable pour tout le monde en fait. Moi je considère que tout le monde a un potentiel, plus ou moins haut, peu importe, chacun a un potentiel à développer et la seule façon de développer son potentiel c'est de finalement bien se comprendre, bien comprendre ses limites, ses mécanismes de défense. Et ça nécessite un cheminement, des formations, de l'accompagnement en coaching, de l'accompagnement en thérapie. Mais en tout cas, c'est ça une clé pour moi pour aller plus haut, quel que soit le point de départ où vous en êtes aujourd'hui.
Je te propose qu'on poursuive. Oui, alors Nathalie, pour les DRH qui nous suivent notamment, qui pourraient être intéressés pour la formation des coachs en interne et peut-être des coachs spécialisés pour les HPI, ça ce serait vraiment très bien. Ils sont soucieux des outils que tu utilises pour le mieux-être des salariés. Qu'est-ce que tu réponds à cette question des outils qui revient très souvent, notamment dans les référencements? Ah oui, alors là, je parlais aussi aux coachs qui vont essayer de se faire référencer par des DRH. On vous pose souvent la question de quels outils vous utilisez. Alors, bon, les outils, c'est bien. Il y a d'ailleurs des coachs qui courent après la formation outils. Ils enchaînent un outil après l'autre. Il y en a plein, des diagnostics et autres. Pour moi, c'est pas ça qui fait un coach. Donc, clairement, c'est bien de maîtriser quelques outils, quelques courants de pensée, mais ce qui me semble plus important, c'est au-delà de l'outil, c'est avec quelle intention vous l'utilisez et quel est l'objectif. C'est-à-dire qu'on peut faire le pire et le meilleur avec un outil, soyons clairs. C'est comme avec un marteau. Vous pouvez construire, planter des clous pour établir une construction et vous pouvez aussi détruire. Donc, du coup, pour moi, ce qui va être important et ce que nous, on veut transmettre à travers les différents outils qu'on va vous proposer, c'est plutôt la philosophie, l'éthique qui est derrière et l'intérêt ou la stratégie. Pour moi, ce qui est important, c'est la stratégie du coach. C'est avec quelle intention je vais proposer cet outil ou cette approche au client et pourquoi. Et comment je suis capable de l'expliquer aussi au client de manière à l'éclairer sur son chemin pour que ce ne soit pas quelque chose à l'aveugle. Le coach a aussi un devoir de transparence sur ce qu'il propose au client, pourquoi, pour l'aider à cheminer tout seul après finalement. Parce que le coach est là sur un temps temporaire dans la vie de quelqu'un pour son développement. Et donc, du coup, si on lui donne les clés de compréhension et de lecture pour qu'il puisse poursuivre tout seul, c'est important. Donc, nous, en tout cas, à IR, on vous donne un maximum de références, d'outils, de bibliographie aussi pour progresser. Mais on va surtout vous aider à comprendre la philosophie derrière l'outil. Quand est-ce que je l'utilise? Quand est-ce que je ne l'utilise pas? Et comment je le transforme? Parce que pour moi, les clients HP que j'accompagne dans les différents comités de direction, ce qui compte, c'est le sur-mesure. Mais pas que je leur plaque un outil avec un tableau, un machin, une étoile de changement ou que sais-je. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que ça corresponde à leurs besoins, aux besoins de leur équipe, au contexte qu'ils ont décrit. Donc parfois, je transforme des choses existantes ou je crée sur mesure l'outil ou l'atelier dont mon client a besoin. Il a besoin de créativité? Ok. Là, je suis en train de monter un atelier de design créatif avec une partenaire. Et voilà, puisque ces équipes travaillent sur la créativité. Et donc, du coup, il n'y a aucun outil de coaching qui permet de faire ça. Mais en même temps, on va travailler la coopération pour créer une œuvre d'art commune à partir de design végétal. Et c'est ça la clé, c'est ajuster à la demande du client, aux besoins du client et à la thématique qui est à travailler. Donc, pour moi, l'outil, c'est pas le plus important, c'est la compréhension des théories et du coup pouvoir jouer avec ces outils et pouvoir les transformer sur mesure. Toi, tu veux réagir sur cette notion d'outil? Oui, au niveau philosophique, la notion d'outil, quand les DRH demandent quels sont les outils que les coachs utilisent, c'est le problème de l'être humain comme outil, en fait. Ça me fait vraiment penser à ce sujet-là. Et de la personne RH qui est bonne élève, parce qu'elle veut absolument sélectionner les bons coachs qui ont tout bien le bon CV, et qui va mettre le coach en posture bon élève. Et quand on est bon élève, on est impuissant en tant que coach. Donc, ça parle de la volonté de certains grands groupes à faire appel au coaching, mais en évitant soigneusement quand même que le coaching ait un impact. Il y a ce paradoxe qui se met en place. Et ça peut être intéressant en tant que coach, quitte à rater de nombreux appels d'offres, hein, tant pis. Mais si vous restez coach, ça peut être intéressant de changer ça avec bienveillance, bien sûr, tout en rentrant dans les process d'entreprise parce que c'est la symbolique de respecter l'intégrité psychique de l'autre, son univers de croyances, etc. Mais quand même un peu challenger qu'est-ce que ça veut dire en fait, ces outils. Et à la base, ces outils sont demandés parce qu'il y a un gros problème, il faut l'avouer, d'emprise par certains coachs qui appartiennent à des organismes sectaires en fait au sein des entreprises. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Donc les DRH sont très vigilants à quels outils les coachs utilisent en fait, si ce n'est pas sectaire. Mais le risque, c'est, en voulant faire attention à ça, c'est de produire une course au CV, de pousser les gens à mentir et d'encourager une reproduction sociale, où on va avoir beaucoup d'hommes blancs qui n'hésitent pas à mentir un petit peu pour aller coacher les plus grandes organisations. C'est le risque que je peux voir. Et peut-être que pour ajuster la protection, pour sélectionner juste les bons coachs, ça pourrait être, par exemple, hein, c'est un vrai axe de réflexion pour les DRH, ce n'est pas un sujet simple, de faire des coachings
devant un jury et de voir concrètement comment la personne se met à accompagner au-delà de tout ce qu'elle dit et de pouvoir avoir une évaluation. Avoir une évaluation objective, ça peut être très compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, mais trouver d'autres manières de référencer les coachs pour les Ouais. entreprises. Moi, je dirais aux DRH qui nous écouteraient, si vous voulez recruter des coachs pertinents et efficaces, posez des questions concrètes. Quel est le dernier coaching collectif, si vous cherchez un coach pour un collectif, quel est le dernier coaching collectif que vous avez fait? Quel était le point de départ? Où est-ce que vous êtes arrivé avec l'équipe que vous avez accompagnée? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en coaching? Ou quel est le dernier sujet que vous avez évoqué avec votre superviseur? Donc, le superviseur, c'est vraiment un temps de nettoyage et de professionnalisme du coach. Et si le coach en face n'a pas de réponse à vous proposer, c'est qu'il n'est pas supervisé, donc il n'est peut-être pas très professionnel. Et s'il n'a pas des éléments concrets sur du coaching individuel ou collectif, s'il n'a pas naturellement des exemples pour parler des outils qu'il aurait mis en application avec une personne qui l'accompagne, c'est plus pertinent pour moi de regarder un exemple concret où vous lui posez une situation. J'ai un manager qui est à telle difficulté parce qu'il y a beaucoup de conflits dans son équipe, il vient d'être nommé, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Quel type est-ce que vous avez déjà fait des coachings similaires et quel type d'approche vous proposez? Pour moi, c'est plus pertinent de partir sur du concret, poser une question et voyez l'aisance, la rapidité, la fluidité avec laquelle le coach va répondre. S'il n'a pas de réponse ou si il n'est pas clair dans sa réponse, c'est qu'il n'est pas pertinent pour les thématiques que vous avez envie de faire travailler. Et puis, s'il n'est pas à votre écoute, si vous ne le sentez pas, donc tout simplement, si vous ne sentez pas une alliance avec vous, Voilà. comment voulez-vous qu'il ait une alliance avec vos collaborateurs? Donc, faites des entretiens individuels et regardez comment le courant passe avec ce coach, tout simplement. Et c'est pour ça que je pose l'hypothèse que développer la supervision des DRH, c'est stratégique. C'est pour les accompagner à prendre du recul. C'est comment on détecte un coach qui peut mentir, qui a le CV tout bon, tout propre, qui dit ce qu'il faut dire, en fait, parce que c'est des personnes qui appartiennent à des milieux sociaux où il y a de la répartie, où il y a du sophisme, on a une sophistique, voilà, une habitude de se défendre, mais repérer les petits indicateurs au niveau du corps, comme on le disait tout à l'heure, qui vont montrer qu'il y a un mensonge, en fait, ou qu'il pourrait y avoir non-congruence, en tout cas. On ne détecte pas le mensonge, mais pouvoir plus se connecter à ses intuitions en tant que RH, justement, on revient là-dessus, hein, s'autoriser à exister, s'autoriser à se connecter à ses intuitions, pour vraiment voir s'il y a déjà une emprise quelque part dans la relation avec le coach, ou s'il y a un espace de liberté, il y a quelque chose de léger, en fait. Mathieu, j'ai une dernière question pour toi. Pourquoi cette formation va apporter des clés au coach HPI? Alors, pour résumer, je dirais, c'est qu'on va se focaliser, bien sûr, on va revenir sur les principaux éléments de la posture de coach, mais c'est comment cet HPI qui est multiforme et qui est différent pour chacun, comment vraiment le mettre à profit, le mettre en circulation dans la relation avec le client et dans le rapport avec son activité, avec la société. C'est vraiment ça. C'est la métaphore qui me vient, c'est que souvent, ces personnes coach HPI ont un univers intérieur qu'elles cachent quelque part en elles, parce que c'est pas légitime, c'est sa bizarrerie, c'est son truc à elle, en fait, comment dire, qu'il faut surtout pas mettre dans l'activité de coaching, parce qu'il faut être un coach tout propre, tout ICF compliant, etc. Et tout en restant dans le cadre, c'est ça le challenge, tout en restant dans le cadre, c'est réussir à utiliser son enfant libre intérieur, finalement, à utiliser son enfant libre intérieur connecté à l'intuition, connecté aux émotions, pour démultiplier la puissance de coach. Ce qui va demander de s'émanciper des jeux relationnels qui n'ont été que trop vécus pendant l'enfance et le passé. S'émanciper de la posture de sauveur, souvent. De vouloir absolument prendre soin et d'être aveuglé par ça. Sauveur et bon élève aussi, derrière ce que tu Oui, racontes. bon élève, bien J'applique sûr. bien les C'est très outils où lié. comme j'ai un syndrome d'imposteur, je veux bien faire et du coup, je m'inquiète de bien faire. Et pour moi, par rapport à ces questions de clés, nos formations visent à transformer les personnes qui s'inscrivent chez nous. C'est pas juste vous donner des outils, c'est au Ouais, contraire vous accompagner. Vous ne sortez pas de la même manière que vous êtes arrivé. Et donc, l'intention. c'est vous donner des retours, des feedbacks très précis sur ce que nous, on voit dans votre posture de coach ou d'accompagnant pour vous aider à grandir, en fait. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, hein. C'est comment je grandis dans la façon dont j'accompagne l'autre, comment j'accueille mes bizarreries, mes métaphores, mes idées bizarres, mes intuitions, et comment je peux les utiliser au service du client. Et du coup, comment je ne me perds pas non plus à sortir la première idée qui me passe par la tête, comment je me focalise
à la fois sur moi, mes ressentis, je me focalise sur le client, l'alliance, et je me focalise en même temps sur les objectifs du client. Comment je suis capable d'être décentrée, d'être capable d'avoir cette dissociation, comment je perfectionne cette posture coach qui a de multiples endroits, mais pour les HP, avoir plusieurs niveaux de réflexion, c'est facile, mais comment j'affine cette stratégie-là pour avoir une puissance de coaching bien plus élevée et avoir s'autoriser, j'ai envie de dire, à être un coach professionnel à haut niveau qui peut du coup accompagner des gens qui vont très vite, parce qu'en face, quand on coach un comité de direction, un COMEX ou un dirigeant, il veut un coach qui soit sur la même longueur d'onde directe, qui le comprend, qui le challenge, qui parle la même langue et qui va du coup le challenger et lui permettre d'avancer. Donc c'est comment vous vous autorisez ça aussi dans différents contextes pour être, j'ai envie de dire, coach avec des multiples clients possibles. Ce qui implique un dernier point, de s'émanciper des jugements des autres, et notamment tous les jugements qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, où on lit beaucoup, tout le monde se dit coach aujourd'hui, ça devient une mode. Et beaucoup de gens qu'on voit en supervision, Nathalie, nous disent j'hésite à employer le terme coach parce que j'en ai honte, parce que tout le monde, il n'y a que ça sur LinkedIn. C'est réussir à envoyer balader ça, en fait, sans moquer. Ben, si on vous critique parce que vous êtes coach, ben, tant pis, et vous aurez les clients qui sont juste pour vous, tout simplement. Oui, et C'est réussir vraiment à s'émanciper de tous ces jugements, de tous ces blocages pour coacher à son niveau de puissance. Et parfois, il y a des gens qui ont du coup, je trouve que de plus en plus des appréhensions au genre, bon, allez, coach, ça suffit, ou les cabinets de coaching, je vois pas l'intérêt. Et du coup, il faut aussi savoir se positionner face à ça, savoir être détaché, pas avoir besoin de se justifier et pouvoir avoir des questions puissantes malgré les attaques ou les rejets qu'on peut avoir derrière ce métier de coaching, puisque nous, on est là pour accompagner les transformations. Et si on est au clair avec notre rôle et comment on aide le client à déterminer ses objectifs et à avancer vers ses objectifs, je pense que ça donne une autre qualité de présence et on est engagé pour ça. Voilà, je te propose de clôturer là ce live. Est-ce que tu veux dire quelques mots de conclusion? J'avais une dernière question, Nathalie. Oui. Pour toi, le rôle du coach en France? Alors, c'est une question assez vaste, ouvrante. Pour moi, et je l'ai déjà évoqué dans plusieurs lives, on a besoin, dans ces périodes de transformation multiples, de facilitateurs, de personnes qui soient à même de mieux accompagner les transformations, parce que c'est pas, le changement humain nécessite parfois des étapes, rencontre parfois des difficultés. Donc des spécialistes de la transformation qui soient extérieurs au collectif ou à la personne, c'est vraiment des clés de succès pour avoir des transformations plus souples, plus agiles, plus efficaces, avec plus de douceur, j'ai envie de dire, ou de sérénité, parce que je vois, moi j'accompagne aussi beaucoup les services de l'État. Il y a des changements, des restructurations un peu brutales qui sont faits très rapidement en plein Covid ou avec des fusions, des réorganisations, des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas les mêmes cultures. Et c'est quelque chose qui est parfois douloureux. Donc je pense que face à ces brutalités dans les changements fréquents, récurrents, imposés et difficiles, il y aura de plus en plus besoin de coachs pertinents qui comprennent l'humain qui est en face et qui comprennent les dynamiques de groupe et qui soient capables d'agir à un niveau systémique pour accompagner globalement l'organisation dans ces transformations. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'avenir et le rôle des coachs? Je dirais pour ma part qu'à l'échelle d'un pays, mais là encore une fois c'est une hypothèse, comme on l'a dit au départ, ça prendre ou à laisser, tout ce qu'on dit, c'est qu'à l'échelle d'un pays, ce qui est devenu le plus stratégique, c'est l'intelligence des personnes dans une organisation, HPI ou pas HPI, on s'émancipe des étiquettes, c'est le niveau d'intelligence des personnes qui vont être recrutées parce qu'on est dans un contexte de guerre des talents en fait. Ou un meilleur talent ou une entreprise ne lui convient pas en France, il ira ailleurs. Donc ça va être stratégique d'attirer les talents capables de gérer la complexité, capable d'anticiper. Il y a un manque d'anticipation en France, on l'a encore vu avec l'Ukraine et avec le Covid, il y a un vrai manque d'anticipation. Donc il y a un manque de ces profils-là qui sont absolument stratégiques. HPI ou pas HPI, j'insiste là-dessus. Et les bons coachs vont participer à accompagner les organisations aussi, à repérer ces profils, les recruter, dans les règles éthiques, bien sûr.
Et c'est pour ça que vraiment, à l'échelle d'un pays ou d'une entreprise, ça me semble stratégique qu'il y ait des coachs. Et c'est pour ça que ça fait sens pour nous de faire cette formation, pour que les coachs HPI deviennent en vrai self et accompagnent à tous les niveaux, en fait, dans les organisations. C'est important d'avoir des coachs vraiment congruents, vraiment éthiques, qui fassent du vrai coaching de Palo Alto et systémique au sein des plus grandes organisations. Pour moi, pour un pays, c'est vraiment stratégique et ça devrait être beaucoup plus observé par les services de l'État, ça, parce que on touche là quelque chose. Le coaching est beaucoup trop considéré comme le truc un petit peu ésotérique, moins bien valorisé que le conseil, souvent. On a vu les résultats que peuvent donner les cabinets de conseil. On gagnerait à regarder avec la plus grande attention le vrai coaching systémique et stratégique. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que moi, j'ai souvent ce genre de remarques. Bon, c'est bon, hein, des cabinets de consultants, on en a déjà vu, ça sert à rien, ça nous dit quoi faire, mais c'est pas efficace. Moi, je dis, bah, ça tombe bien. Moi, je vais rien vous dire. Je suis là pour vous questionner, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour vous aider à vous poser la question de où vous voulez aller demain et c'est quoi l'objectif. Et du coup, ça les surprend un peu. C'est genre, ah bon, c'est nous qui allons travailler là? Bah oui, moi, je fais rien. En fait, je suis là pour poser des questions, mais des questions pointues, des questions qui vous aident à libérer la parole, des questions qui pointent le doigt aussi sur les dysfonctionnements du rouage, sur les cailloux qui empêchent d'avancer, sur les interférences entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait, de manière à regarder de plus près ce qui dysfonctionne dans un service, dans une organisation, et de manière à les travailler, même si parfois le dysfonctionnement, c'est des choses délicates comme les relations interpersonnelles difficiles ou un service qui ne parle pas à un autre service, et du coup, bah, on laisse le truc en place, mais du coup, ça pose des vrais problèmes d'efficacité, d'organisation, et voilà, donc je vais poser les questions qui vont permettre de lever un peu les cailloux qui sont cachés sous le tapis. Je dis souvent, mon métier, c'est de lever le tapis, de regarder les cailloux qui sont en dessous, et de vous poser la question, vous voulez les garder ou ça vous ralentit quand même, ou c'est désagréable? Et je le pose avec humour, avec décalage, et voilà. Et pour moi, c'est ça vraiment le rôle du coach, c'est d'être aussi un peu parfois le regard naïf, extérieur, intuitif, qui dit, il n'y aurait pas un petit sujet là? Moi, je le vois, votre caillou, vous essayez de me le planquer, mais je l'ai vu arriver là, on en parle. Donc, pour moi, c'est un métier aussi, et je veux le partager avec ceux qui veulent devenir coach, qui est aussi joyeux, qui aussi nécessite de la capacité d'attention à lire entre les mots, à lire ce qui n'est pas dit. Et je trouve que c'est hyper stimulant intellectuellement de voir des équipes, de les voir évoluer, d'apporter par des questionnements ou des temps de cohésion et de liens collectifs des avancées sur le bien-être ou le meilleur fonctionnement d'une équipe. Voilà. Bon, j'ai mis sur les commentaires, si vous voulez avoir des informations plus précises sur la plaquette de la formation coach HPI, déployer votre potentiel. Donc, c'est valable aussi pour tous les consultants ou personnes qui accompagneraient au potentiel et qui auraient envie d'aller plus loin, d'être encore plus puissants pour avoir plus de clients au potentiel et les accompagner vers plus de déploiement. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en conclusion? C'est tout pour moi. J'étais très heureux d'être avec vous ce soir. Ça faisait un moment. Donc, Eh bien, à bientôt. Bonne soirée à à tous. très bientôt. Au revoir.